Bienvenue dans l'Instant Recherche, le podcast en sciences humaines et sociales de CY Cergy Paris Université, présenté par Solène Azoir et Inès Rodriguez. Georges Latremoille est un grand inconnu historiographique, alors qu'il a occupé des places très importantes à la cour de France. C'est lui notamment qui était le principal favori du roi lors de l'épopée de Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Raphaël Carbone, docteur en histoire spécialisé dans le Moyen-Âge tardif, qui a soutenu une thèse en 2023 sur le thème « Réseau de pouvoir, complot et conspiration à la cour de Charles VI et Charles VII », le cas de Georges de Latremoille. Raphaël Carbone a ainsi analysé la structure des réseaux de pouvoir de la fin du Moyen-Âge, qui atteignent de hauts niveaux de complexité dans le cadre de la seconde moitié de la guerre de Cent Ans. Il ne s'agit pas d'un simple affrontement pour la détention d'une couronne opposant deux prétendants. De nombreuses sous-factions émergent, telles que les Armagnacs et les Bourguignons. Chacun défend des intérêts qui lui sont propres, intérêts qui ont pu être amenés à évoluer au fil des événements. Afin de démêler les fils de cette toile, Raphaël Carbone s'est focalisé sur la figure de Georges de Latremoille, qui a vécu au XVe siècle. Son nom n'est pas connu du grand public, et même les érudits peinent à reconstituer sa vie. Il a pourtant occupé pendant plusieurs années de hautes fonctions, l'amenant à jouer un rôle de premier plan durant certains des événements cruciaux de son temps. Si l'on en croit les sources historiques, il fut un véritable démon, pilleur du trésor royal, conjurateur, mais surtout, il serait à l'origine de la chute de Jeanne d'Arc. Merci Raphaël de ta présence avec nous. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour écouter un peu parler de ces recherches tout à fait passionnantes. Pourrais-tu nous résumer ta thèse en quelques mots ? La thèse, en fait, elle se compose de deux volets principaux qui viennent tous deux répondre à différentes problématiques mais qui se rejoignent. La première, ça part d'un constat, c'est qu'en fait, Georges Latremoille, donc le monsieur du titre, est un grand inconnu historiographique, alors qu'il a occupé des places très importantes à la cour de France. C'est lui notamment qui était le principal favori du roi de 1427 à 1433, c'est-à-dire lors de l'épopée de Jeanne d'Arc. Donc c'est quelqu'un qui a occupé un rôle de premier plan. Donc l'une des premières questions, c'était de répondre, mais qui est vraiment cet homme ? Est-ce qu'il est aussi maléfique que certains historiens l'ont décrit ? Spoiler alerte, oui et non. La deuxième question, c'est que faire une biographie en thèse, c'est pas suffisant, mais c'est essayer de répondre à des questionnements plus larges. Et l'un de ces questionnements, c'était le fonctionnement des réseaux de pouvoir, c'est-à-dire comment se structurent les relations entre les individus dans ces environnements politiques. Et donc en partant de l'exemple de Georges Latremoille, l'idée était de déconstruire complètement son réseau pour comprendre les mécaniques, avec qui il va s'allier, avec qui il va entrer en conflit, comment, pourquoi, avec qui va-t-il tisser des relations matrimoniales. Et donc tout cet ensemble a ainsi abouti au projet final de la thèse, et notamment un système de modélisation des réseaux de pouvoir. Qu'est-ce qui t'a poussé à mener une thèse au premier abord ? Pour moi, c'est l'aboutissement logique de mon parcours dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que j'ai commencé donc, avec ma licence en 2012 à Cergy. Puis j'ai poursuivi avec un master où j'ai travaillé successivement sur les messagers à la cour de Bourgogne et sur la question de la communication politique aussi à la cour de Bourgogne. J'ai ensuite passé pendant un an les concours de l'enseignement et je me suis dit, fondamentalement, mon parcours de recherche, je ne le considérais pas terminé. Il y avait quelque chose qui manquait et la thèse, ça me paraissait être l'aboutissement logique du travail du chercheur. Donc pour ça que je me suis lancé dans ce travail de longue haleine. Comment en es-tu arrivé à ce sujet spécifiquement ? Alors initialement, c'était un tout autre sujet qui était prévu, parce que dans la continuation de mon travail sur les messagers à cour de Bourgogne, je voulais travailler sur la post-médiévale. Il s'avère que les sources sont faméliques. Donc j'ai commencé à réfléchir à d'autres sujets et il s'avérait que j'avais croisé pendant mes années de master le personnage de Jean de Latremoille, qui est le frère de Georges. Et en discutant avec ma directrice de recherche, Madame Valérie Toureille, on s'est dit là qu'il y avait peut-être un sujet à travailler. Et effectivement, en fouillant un petit peu aux archives nationales, il s'avère que la famille de Latremoille est à l'origine d'un immense chartrier avec des centaines et des centaines de documents que je suis amusé à transcrire dans le corpus d'annexes. Et à partir de là, donc, j'ai pu travailler sur ce sujet de fil en aiguille. Peux-tu nous parler de ton parcours de doctorant ? J'ai commencé les recherches, on était en 2020. Dans ce merveilleux moment qu'étaient les confinements pour aller fouiller les archives, c'était particulièrement pratique. J'ai quand même pu relativement rapidement faire le tour des écrits sur Latremoille qui en fait n'étaient pas très nombreux. Et donc pouvoir me plonger rapidement dans les sources. J'ai eu la chance que malgré les confinements, les services d'archives départementales, que je ne remercierai jamais assez, ont été très conciliants et m'ont envoyé les documents parfois de l'autre bout du pays malgré les restrictions. Et donc, globalement, ma thèse s'est déroulée pour le travail de thèse sur 3 années. La première année a été le dépouillage des sources et de l'historiographie. La deuxième, la transcription de tous les documents. Et le troisième, le travail d'analyse. Tu nous parlais tout à l'heure des résultats de ta recherche et d'un travail de modélisation. En quoi est-ce que cela a consisté ?
Alors en fait, l'idée, donc, ça a été de prendre tous les résultats de mes recherches et de trouver un moyen de les structurer au travers d'un outil de modélisation. Donc le logiciel que j'ai employé s'appelle Gephi, qui est un outil libre développé par l'Université de Compiègne et qui a comme avantage en fait de pouvoir être libre d'accès. Donc l'idée, c'était de pouvoir proposer un processus de modélisation que tout le monde pourrait reproduire à d'autres fins de recherche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié tous les individus que j'ai croisés dans ma recherche, ce qui représente à peu près 600 individus, et tous les liens qui pouvaient les unir à eux en essayant de les hiérarchiser en 2 grandes catégories. La première, ça va être les relations familiales, donc qui est marié avec qui a des enfants, en cherchant vraiment toute la nuance qu'il peut y avoir dans ces relations familiales, c'est-à-dire même les relations extra-conjugales, les fratries utérines, etc. Et l'autre catégorie, ça va être les relations plus politiques, c'est-à-dire les relations qui vont se tisser dans un milieu plus professionnel, c'est-à-dire par exemple des liens d'inféodation. Je suis seigneur, j'ai un vassal, il y a un lien qui se crée. Ou parfois des liens de camaraderie sur un champ de bataille. Et ainsi, ça a été à peu près 1600 liens qui ont pu être identifiés, hiérarchisés, pondérés, pour obtenir une modélisation sur Gephi qui permet non seulement de confirmer certaines impressions qu'on pouvait avoir à la lecture des documents, l'une des principales étant que Georges de la Trémoille a souvent été qualifié d'agent des ducs de Bourgogne. Et en vérité, quand on tisse toutes les relations qu'il a pu avoir au cours de sa vie, on se rend compte que s'il a des liens avec la Bourgogne, le considérer comme un agent est une exagération. Il a des liens, certes, mais il travaille à son propre service et au service de la cour de France. Donc c'est ce genre d'éléments qu'on peut trouver grâce à une modélisation, qui par contre atteint quand même certaines limites, puisque mon travail s'est porté sur Georges de la Trémoille, c'est-à-dire que j'ai pu modéliser 600 individus. La société est très largement plus vaste. Et il y a notamment pour moi 3 impairs dans ma recherche pour l'instant, c'est qu'on voit très mal l'implantation des réseaux ecclésiastiques, les évêques notamment, les réseaux liés aux villes, aux commanderies urbaines. Et enfin, le troisième, celui qui m'embête le plus toujours, c'est les réseaux des femmes, qui sont intégrés à ces réseaux de pouvoir, mais on les voit relativement peu. La Trémoille travaille avec quelques femmes, ses épouses, la reine, la mère de la reine, mais en dehors de ça, il interagit assez peu avec elle, et c'est un point qui est assez difficile à mettre en lumière avec ce travail-là pour l'instant, et c'est pour ça que je compte à plus long terme essayer d'y remédier. Est-ce que tu as trouvé que dans les archives, les femmes étaient invisibilisées ou est-ce qu'elles n'étaient pas impliquées dans ces réseaux de conspiration ? Elles sont très impliquées. Yolande d'Aragon, la première, a été à la fois à l'origine de l'ascension de Georges de la Trémoille et en même temps celle qui a très clairement amené sa chute. D'accord. Donc, elles sont intégrées, mais elles sont plus difficiles à repérer. Typiquement, Georges a plusieurs sœurs, notamment une qui s'appelle Marie, qui a tout un carton d'archives dédié à elle dans le Chartrier de Thouars, donc aux Archives nationales. Mais en fait, dans ce carton-là, il y a assez peu de documents qui permettent de la comprendre dans sa vie quotidienne, dans son rôle politique, etc. On la trouve achetant pour sa vie quotidienne des éléments, mais rien qui implique la gestion de ses terres, par exemple, ni les différents procès dans lesquels elle a été impliquée. D'accord. Parce qu'elle a été notamment eu affaire à un mari très désinvolte qui a préféré la compagnie d'une dame de l'entourage de la duchesse de Bourgogne. Et il y a eu tout un procès qui s'est créé autour de ça, où on voit tout un tas de personnages masculins entrer en jeu et elle, en fait, subir toutes les pressions autour de ce procès. Alors Raphaël, je me souviens qu'à un séminaire du laboratoire Héritage, auquel tu étais rattaché pendant ta thèse, tu as présenté aussi un concept de jeu vidéo autour de Georges de la Trémoille. Tout à fait. En fait, alors l'idée du jeu vidéo, c'était plus large que ça. Donc, ça a été fait dans le cadre des Journées de l'Histoire de Blois, où l'association La Science entre en jeu a lancé une série de game jam. C'était lors de la première session que j'ai pu développer mon jeu. J'ai aussi participé plus récemment à la 3e pour développer un autre jeu vidéo. Donc, l'idée de la game jam en général, c'était de prendre un sujet de thèse et de développer un jeu vidéo autour de tout ça. Alors, on a vraiment poussé le concept très loin, c'est-à-dire que l'un des enjeux de la thèse, c'était vraiment de parler des réseaux de pouvoir en servant de la Trémoille. Donc, on a pris un exemple de sa vie, donc il n'est pas au centre du jeu vidéo, mais c'est vraiment le réseau qui va être mis en jeu. C'est un point and click qui permet donc de comprendre comment fonctionnent les réseaux de pouvoir au travers d'un véritable travail d'historien, c'est-à-dire que pour progresser dans le jeu, le joueur est confronté directement aux sources que j'emploie au quotidien dans mon travail de recherche, qui sont remaniées pour permettre effectivement l'avancée du joueur, mais en soi, ce sont les sources authentiques qui sont la base du travail. Donc le jeu s'appelle Pour le Roi, il est disponible gratuitement sur Internet, et il a été récompensé d'un prix spécial du jury. Félicitations. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi durant ces années-là ? Ça a été parfois l'impression de trop plein et de pas assez de documents pour travailler. C'est-à-dire qu'on se retrouve noyé sous une masse documentaire. Le Chartrier de Thouars, c'est énorme. Quand j'avais fini les premiers dépouillements, il y avait à peu près 200 documents. Et on se dit, est-ce que ça va suffire ou pas ? On essaie de travailler avec.
L'autre difficulté qu'il y a eu, comme j'ai commencé lors des confinements, ça a été l'isolement très précoce qu'on a eu à subir tous et à travailler enfermé chez soi. Alors, quand on a déjà les documents, ça nous permet de travailler notre paléo tranquillement. Mais tout de même, il y a un besoin de relations humaines dans ce cadre doctoral qui me paraît essentiel. Beaucoup caricaturent le travail doctoral comme le travail d'un ermite dans sa grotte. Je ne suis absolument pas d'accord. Le travail doctoral, c'est une partie d'ermite, mais c'est aussi beaucoup d'échanges avec beaucoup de monde. Et c'est également aussi participer à des événements scientifiques un peu partout en France. J'ai eu l'occasion de présenter mes travaux dans des sociétés historiques au sein d'événements scientifiques. Et ça, pour moi, c'est essentiel pour le travail de doctorant. C'est parfois difficile de réussir à s'insérer dans ce travail-là, mais une fois qu'on est dedans, c'est vraiment très gratifiant. Donc c'est la première difficulté, vraiment, c'est de s'insérer dans ce tissu scientifique. Ta thèse, tu l'as fait dans un but très scientifique qui va dans une volée un peu d'une carrière. Mais est-ce qu'on peut aussi valoriser ces résultats de ta recherche d'une autre façon ? Est-ce que toi, tu le fais ? Alors mes travaux de recherche, je les valorise de différentes façons. Alors, je suis actuellement en train de mettre la touche finale au manuscrit pour publier la thèse. J'ai eu l'occasion d'intervenir auprès de différentes sociétés historiques, notamment la Société d'histoire de Montmorency de sa région, dont je suis administrateur depuis peu, pour présenter mes travaux. Alors on a déjà fait sur Georges La Trémoille une conférence, j'ai fait sur Gilles de Rais, et on en prépare une actuellement sur Jeanne d'Arc à la Cour de France. J'ai fait un premier jeu vidéo pour le roi, pour le volet de thèse, mais j'ai aussi fait récemment un autre jeu vidéo qui s'appelait Le Héros de la Toison d'Or, où là il s'agissait de mettre en jeu vidéo mes travaux de master et mon premier ouvrage qui a été publié chez l'Harmattan il y a maintenant 1 an sur les messagers à la Cour de Bourgogne. Donc, c'est différentes façons de valoriser. Et en parallèle, j'ai collaboré avec Pacom Thielman pour le volet historique de l'écriture d'une série qui s'appelle L'Empire n'a jamais pris fin, où on retrace l'histoire de France, donc de César à Macron, pour essayer de comprendre comment le concept de césarisme s'est perpétué au fil des années. Donc j'ai travaillé à partir de l'épisode sur le conflit entre les Armagnacs et Bourguignons. Et depuis, on a abordé un certain nombre de sujets, puisque nous avons fait Jeanne d'Arc, on a fait Rabelais, Ravaillac, Louis XIV, La Fronde, et nous allons très bientôt sortir un épisode sur Jean-Jacques Rousseau. Nous invitons tous les auditeurs et toutes les auditrices à visionner ces vidéos qui sont disponibles sur YouTube. C'est ça, c'est disponible gratuitement sur la page YouTube de Blast. L'Empire n'a jamais pris fin. Avec, en conseiller historique, notre invité Raphaël Carbone. Et je travaille également à un projet d'émission sur YouTube pour permettre non seulement la valorisation de ces travaux de recherche, mais aussi potentiellement les travaux des jeunes doctorants et docteurs de CY et d'ailleurs. Merci beaucoup Raphaël. Merci à vous. C'était l'Instant Recherche. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver nos actualités sur notre site maison-shs.cyu.fr et sur notre page LinkedIn CY Maison de la Recherche SHS. À très bientôt pour un nouvel épisode.